Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Teach, Eurofin Environex et Go Mouton. Je reçois cette semaine M. Michel Roberge, auteur et historien. Michel est très actif avec son blog littéraire où il présente sur une base régulière son opinion des lectures qu'il a faites. Michel est donc la personne toute indiquée cette semaine pour discuter du roman de crime vrai, L'affaire du Dr. Cream, écrit par Dean Job. Thomas Neal Cream était un médecin canadien et un tueur en série né en 1850. Il a vécu à Québec et a étudié à l'Université McGill. Il a assassiné jusqu'à 10 personnes dans 3 pays, ciblant principalement des femmes. Il est reconnu coupable et pendu le 15 novembre 1892. Thomas Cream a prétendu être Jack l'Éventreur. Cet entretien avec Michel Roberge est beaucoup plus qu'une discussion sur le bouquin de Dean Job. C'est aussi l'occasion de parler avec un homme qui porte un regard distinct sur le Québec et son avenir. Bon voyage dans l'ère victorienne avec Michel Roberge. Michel, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation donc au balado La Santé au-delà des mots. C'est la petite section club de lecture. Donc là, j'ai un expert, un fan de la littérature. Oui, puis on va parler d'un de tes confrères, chirurgien. Un collègue de McGill, mais en fait, dont McGill ne se vendent pas, on disait, donc c'est pas leur meilleur résultat. Donc, on est ici pour parler du livre qui s'appelle L'affaire du Dr. Cream. Donc, les gens voient à l'écran, donc de Québec à Londres, la traque d'un tueur en série à l'ère victorienne. On va en parler dans quelques instants, mais avant, moi, je veux parler de toi. On s'est connu par la littérature, donc tu es un mordu de littérature. Ça vient d'où cette... On s'est connus par la littérature parce que toi aussi, tu as écrit des polars. Exactement. Qui se passaient dans la région de Québec, qui m'intéressaient énormément. Exactement. Et d'ailleurs, possiblement que le personnage principal de mes polars aurait pu être un bon ami. Oui, effectivement. Dr. Cream. Effectivement. Ouais. Donc, mais parle-moi un peu de toi, de cet amour de la littérature. Je te suis sur notamment Facebook. J'ai l'impression que tu lis un livre par jour. Est-ce que je me trompe ou... Bon, t'as un petit peu exagéré, mais disons un par semaine. OK. À peu près. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la littérature, mais je m'intéresse aussi aux livres, à la production des livres. Dans les années 70, quelqu'un que les gens connaissent très bien au Québec, Denis Vaugeois, j'ai travaillé avec lui aux éditions du Boréal. Puis c'est lui qui m'a initié à l'édition. J'ai compris comment on produisait un livre, depuis le manuscrit jusqu'à l'impression. Puis j'ai même fait de la composition typographique avec des machines de préhistoriques quasiment, là, j'ai produit au moins 3 livres comme tel. Ça fait que je sais comment naît un livre comme tel. Mais à l'époque, je lisais pas beaucoup. OK. Puis, dans ma carrière en gestion documentaire, j'étais consultant, je lisais énormément de documents, des documents administratifs. Je crois que j'écrivais déjà des procédures, des guides, des manuels. Quand j'arrivais à la maison le soir ou la fin de semaine, là, je voulais faire autre chose que lire, là. Je m'intéressais à autre chose. Mais dans les années 90, ma conjointe m'a sensibilisé à la littérature de crime, de la littérature du crime, comme on dit, là, des polars, des romans policiers. Et elle me dit, tu devrais lire ça, Michael Connelly.
Oui, j'en ai lu quelques-uns. C'est un auteur américain très productif. Les égouts de Los Angeles, j'ai aimé ça. Et là, à partir de là, j'ai commencé à lire particulièrement des polars. Je lis d'autres choses aussi, mais c'est ça qui m'a donné le goût de la littérature. OK, c'est intéressant parce que moi, la littérature, j'ai toujours aimé aussi. J'ai étudié au Collège Stanislas à Montréal. C'était très axé sur la littérature. Mais moi, j'ai arrêté de lire pendant mes études de médecine. Ah ouais? Par culpabilité. Parce que j'avais de la difficulté à prendre du temps à lire autre chose que de la médecine. Donc, écoute, je me couchais le soir, pas avec un roman, mais avec un livre sur lequel ton micro est posé. Donc, ce type de textbook qu'on avait à l'époque, qui est de 700 pages, c'est dur à lire, couché dans c'est assez lourd. Bref, on lisait ça. Puis, ça a pris un certain temps avant que j'y revienne. Donc. Mais tu as écrit des livres également. Oui, c'est que quand je lis un roman, je sais ce que ça veut dire, le travail qu'il y a derrière pour un auteur. Et je trouve ça toujours fascinant. Puis la littérature du crime comme tel, c'est des polars, c'est des romans d'aventure, c'est des thrillers. C'est un type de littérature, on parle de la littérature de genre. Okay. Et ça permet souvent de critiquer un peu la société, de présenter des situations qui sont problématiques dans des pays. Et ça, je trouve ça intéressant à travers les enquêtes qui sont révélatrices parfois sur la façon de travailler des policiers. Connelly est excellent là-dedans, dans ses romans de procédure, où son personnage, Harry Bosch, là, on le suit étape par étape, on voit comment les policiers travaillent. Même chose avec son autre personnage, qui est un avocat, Mickey Haller, qui lui, défend des criminels, et c'est intéressant de voir comment un avocat de la défense s'organise pour démontrer que son client, il n'est pas coupable. Si je ne m'abuse, le personnage Haller, l'avocat, donc c'est celui qui est en scène aussi dans The Lincoln Lawyer. Oui, donc, tout à fait. Donc, il y a eu un film qui a été fait. Il y a eu une série aussi sur Netflix. C'est très bon. Donc, Puis Haller, c'est le demi-frère de Harry Bosch, fait qu'il est un peu dans la famille. Mais parfois, il y a un roman qui porte spécifiquement sur Haller. Celui-là, je les apprécie énormément. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une catégorie True Crime. Qu'est-ce que c'est pour une profane dont je fais partie, donc le True Crime, par rapport à d'autres types de livres sur le crime? Ben, le True Crime, c'est un peu une enquête journalistique, si on veut. Là. C'est une façon de décrire de façon... C'est une enquête, en fin de compte. C'est un peu un travail d'historien que d'écrire du True Crime. Et c'est de décrire ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, comparativement à des romans qui sont des fictions. Fait qu'un roman, un livre comme celui de Dean Jobs, c'est vraiment un essai. Et tout ce qui est relaté dans un livre comme cela, ça repose sur des faits, sur des recherches. Alors que dans une fiction, on pourrait faire la même chose avec le Dr. Cream, mais là, ça serait imaginer ce qui s'est passé en se basant sur des faits réels. Tandis que dans un ouvrage de True Crime, on a vraiment un exposé des faits réels qui sont... Donc, Dean Jobs aurait pu faire la même recherche, mais peut-être ajouter des personnages, ajouter des victimes, ajouter un complice. Sauf que lui, c'est plus un journaliste, il fait plus un travail d'historien. Donc, il présente les faits et... C'est ce qui est connu. Alors, il soulève parfois des hypothèses à partir de la documentation qu'il a consultée. Alors que le romancier, lui, peut carrément imaginer n'importe quoi. C'est peut-être son statut universitaire de professeur à Halifax qui fait qu'il y a une attitude ou une approche scientifique, disons... Dis-moi, pour toi qui es un amoureux de la langue française, les gens qui te suivent sur Facebook, tu n'en manques pas une. Je me demandais, le fait de lire des traductions, est-ce que ça t'agace ou est-ce que tu portes attention à la qualité de la traduction? Puis peut-être en question parallèle, est-ce que tu vas préférer lire l'œuvre en langue originale anglaise, par exemple? Ce que j'ai tendance à faire, moi, personnellement, ne serait-ce que pour... peaufiner mon anglais, disons. C'est-tu où là-dedans? Moi, je suis pas du tout à l'aise en anglais. Je suis pas capable de lire en anglais. Je suis obligé de me contenter de traductions comme tel. Il y a d'excellentes traductions. Souvent, les traductions d'ouvrages américains sont faites en France. Il y a des traductions qui sont faites en français
international, donc c'est du passe-partout. Mais il y a des traductions parfois qui sont faites pour un public français, avec référence aux institutions françaises, en argot, etc. Fait qu'on se retrouve dans le sud des États-Unis, en train d'avoir des dialogues où ça tient pas du Pas coup. rapport. Et puis là, on décroche. Un peu comme les films traduits aussi, là, en français ou en québécois, disons. Oui, puis on décroche tout à fait, là, parce que ça va. Mais pour moi, la langue, c'est important dans l'écriture aussi, parce que ça donne beaucoup de crédibilité à un texte, comme tel. Si ça se passe au Québec, puis qu'on parle à la française, ça va pas. Si ça se passe en France, les Français ont de la misère à faire parler des personnages à la québécoise, si on veut. Okay. Ça ils vont intégrer parfois un sacre, mais ils le feront pas prononcer de la bonne façon. Comme souvent, j'ai lu un texte, il dit tabernacle. Non, mais c'est pas ça qu'on dit. Moi, j'ai écrit à l'auteur, je dis, quand la prochaine fois vous l'écrirez avec N-A-K. Avec un K, et c'est comme ça que ça se prononce. OK. Donc, quand tu lisais mes romans, les personnages qui parlent un peu un mélange d'anglais, français, parce qu'on est à Montréal, c'est pas quelque chose qui va t'offusquer, toi? C'est pas quelque chose qui va m'offusquer comme tel si c'est une certaine réalité. Mais quand on abuse de l'anglais, comme j'ai lu un roman il y a pas tellement longtemps, un premier roman français, après 130 pages, j'avais 121 expressions anglaises. Un peu trop. Okay. Moi, j'ai arrêté de lire. Tu les as comptés. J'ai arrêté de lire parce que je me suis dit, puis c'est une tendance beaucoup en France aussi à utiliser des mots anglais. Mais pour moi, on vit dans une culture francophone. On est le seul État francophone en Amérique du Nord. Je pense qu'il faut faire des efforts et pour parler bien le français, essayer de bien le parler. On est influencé par l'environnement anglophone. On est influencé par l'anglais qui a pris possession de ce pays-là dans 1760 et qui s'est incrusté. Ça fait qu'on utilise des formules anglaises sans s'en rendre compte trop. Ça faut essayer parler le mieux possible, écrire le mieux en français, mais surtout s'assurer que quand on écrit, ça décrit bien un contexte, une réalité. As-tu l'impression parfois que les Québécois ont comme peur peut-être d'apprendre l'anglais en pensant protéger le français à l'école pour avoir déjà été impliqué un peu dans l'apprentissage du français à l'école primaire pour les enfants? Il y avait un certain mouvement de résistance que je comprenais mal. Ouais, peut-être. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu de politique derrière ça, mal placé, disons. Ouais, peut-être. Moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir appris l'anglais. Même dans mon métier, ça m'aurait été utile. Donc, je suis pas capable de me débrouiller en anglais, à peine baragouiner de l'anglais, tu sais. Je trouve ça malheureux qu'à une certaine époque, on nous ait pas fait apprendre l'anglais davantage, tout en s'assurant qu'on allait maîtriser notre langue. C'est exactement. Que l'anglais soit une langue seconde, mais moi, je regarde ma fille, mes petites filles qui apprennent l'anglais. Il y a une petite fille, à un moment donné, elle dit, moi, je vais aller étudier au collège anglophone. Ben, vas-y. Parce que ça va te donner un plus, mais respecte ta langue, respecte ta culture. J'ai réalisé, ou disons, ça a fait... Ça a poussé ma réflexion lorsque j'ai passé 2 mois à Amsterdam en 2018 pour parfaire certaines techniques chirurgicales. Et aux Pays-Bas, tout le monde parle anglais. Mais j'ai rencontré en 2 mois une personne qui ne parlait pas anglais, puis qui maîtrise très bien l'anglais. Et à l'épicerie, pour dire quelque chose, là, donc... Alfred Heim, de mémoire, là, le nom de la chaîne commerciale, ou Heim, ce sont des adolescents qui travaillent là, de 14-15 ans, puis là, finalement, évidemment, ils nous parlent en hollandais, puis ils réalisent rapidement que... Mais il y a certaines langues qui ont intérêt aussi à parler anglais, parce que c'est une langue qui est plus limitée à une région, et ça les ouvre carrément Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exceptionnel. Tout le monde parle anglais, puis j'avais parlé à un monsieur à l'époque, je lui demandais, avez-vous peur pour votre langue? Puis ça, le fait que tout le monde parle anglais, puis pas du tout. Là. C'était pas un enjeu. Là. C'est comme 2 choses complètement différentes. Donc, bref, un sujet intéressant. Mais je me fais ramasser parfois sur Facebook quand je critique, par exemple, des gens qui créent un événement puis qui lui donnent un nom anglais. Oui, mais pourquoi ne pas... Faire un effort, prendre 10 minutes pour réfléchir. Dire, est-ce que j'aurais pas une autre façon de donner un nom à un commerce? À cause de toi, parfois, je fais attention. Mais je fais des erreurs moi-même. Hein. Je fais des fautes moi-même. J'aimerais ça que tu me parles de ton blog littéraire, donc que tu maintiens. Là, donc, Ouais, ça fait 7 ans déjà. J'ai décidé de partager un peu des coups de cœur de lecture. Sur mon blog, on ne trouvera jamais une critique négative ou des commentaires négatifs. Si je n'ai pas aimé un roman, j'en parle pas du tout. Okay. Je ne suis pas un critique littéraire.
J'ai pas de formation dans le domaine comme tel, donc je peux pas me dire critique. Je fais plus, je présente plus des ressentis de lecture, puis j'essaie par mes commentaires d'intéresser les gens en disant ce roman-là est intéressant, regardez de quoi ça parle. Je cite des extraits, comment c'est bien écrit, et souvent j'ai des commentaires qui me disent vous me donnez le goût de l'acheter, ben oui. je vais le lire. Donc sur 7 ans, je suis rendu, hier j'ai publié le 377e avis de lecture. Quand même. Comme tel. Ce matin, je dois avoir atteint 334 000 visites sur le site. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire écrire et être lu. Mm-hmm. J'ai écrit des romans, j'ai eu de la difficulté à les diffuser. C'est difficile. Hein. C'est frustrant. Mm-hmm. Tandis que là, au moins, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Puis j'ai des commentaires très positifs. Et j'envoie toujours mes avis de lecture, soit aux éditeurs qui m'ont envoyé un service de presse, ou aux auteurs avant qu'ils soient publiés. Et j'aime ça avoir le retour là-dessus. Non? Je présume que tu es plus un lecteur papier que tablette, est-ce que je me trompe? Oui, j'ai fait quelques lectures sur tablette, mais je trouve ça moins intéressant. J'aime mieux le livre, le sentir, le tenir. C'est quand Denis Vaugeois avait dit, quand on reçoit un livre de l'imprimerie, on le respire comme tel. J'ai l'impression de faire plus une lecture en profondeur comme tel. Je fais pas de lecture rapide. Je n'ai pas de technique de lecture rapide, donc je dis tout le temps aux auteurs ou aux éditeurs, soyez patients parce que je prends le temps de lire et je lis d'un couvert à l'autre. Okay. Ce qui fait que je prends le temps de savourer un livre. Il y a des livres où on passe rapidement, des tourne-pages, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus lents. Est-ce que lorsque tu lis un livre, est-ce que tu as déjà décidé si tu allais le mettre dans le blog ou pas? Et est-ce que ça a une influence sur ta façon de le lire, de prendre des notes? Non, je prends pour acquis que je prends d'abord connaissance du livre, je le lis. Mm-hmm. Je mets des signets, souvent à la fin de la lecture, je mets toujours une photo sur Facebook, quand je suis prêt à faire mes commentaires. Puis là, il y a peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine de signets. Des fois, j'ai un auteur qui me dit « Oups, ça m'inquiète ». Mais c'est pas inquiétant. Quand il y a des signets, ça veut dire que c'est intéressant. Okay. Quand il n'y a pas de signets, ou il y en a un ou deux, ça veut dire que c'est moyen, mais que c'est pas mauvais, que je vais en parler quand même. Okay. Mais tu sais, l'année passée, j'ai lu 83 livres dans l'année, plus une douzaine, parce que je suis membre du jury de présélection du prix littéraire Québec-France, Marie-Claire Blais. Fait que ça nous impose 12-13 lectures par année. Donc une centaine de livres par année? Oui. Donc c'est plus 2 par semaine que 1, disons. Ça dépend. En l'été, j'en lis plus. Non, mais sur ta page Facebook, sur ma pile à lire, j'ai l'impression d'en avoir un par jour. Ouais, donc, tu prends du recul? Ouais. C'est comme les listes d'attente en chirurgie au Québec? Il y en a pas mal en attente actuellement. Je les classe à court terme, à moyen terme, puis en réserve. Puis j'en achète aussi à travers tout ça. Puis là, je commence à lire des bandes dessinées aussi, qui sont toujours dans la littérature de genre aussi, des polars en bande dessinée. Ça, c'est nouveau pour moi, ça. Tu parlais de l'odeur des livres, mais en fait, je pense que les livres confèrent une odeur à une pièce souvent aussi. Donc, quand on rentre dans une pièce, puis, donc moi aussi, je suis plus papier, là, tu peux en juger sûrement par... il y en a partout dans la maison. Le numérique, c'est intéressant en voyage, par exemple, de ne pas avoir à traîner 3 ou 4 livres, là, c'est lourd dans les valises. Ça alourdit les valises. Mais j'aime pas beaucoup cette expérience-là comme telle. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. On va parler un peu de l'affaire du Dr. Cream qui a été écrit par Dean Job.
Je t'avais donné un petit devoir là, de faire un peu de recherche sur l'auteur, donc si tu me présentais... Dean Job, c'est un journaliste, un professeur. Il a écrit plusieurs ouvrages spécialisés dans le true crime comme tel, là, puis on pourrait dire en français, on pourrait appeler ça des histoires criminelles vraies, des vraies histoires criminelles, ou des documentaires criminels. Il publiait différents ouvrages comme tel. Et celui-là, moi, je l'ai découvert un peu par hasard. J'ai vu passer sur Facebook des commentaires d'une lectrice de Québec, et je me suis dit, tiens, c'est un personnage que je connais pas du tout. Okay. Puis vraiment, il n'est pas connu non plus tellement à Québec non plus, et c'est ça qui m'a intéressé, mais je ne connaissais pas du tout. Comme on disait, McGill ne s'en vante pas. Non, comme ça. Donc, puis qui était ce fameux docteur? Qu'on appelle l'empoisonneur de Lambeth. De Lambeth, oui. On a même pensé à un certain moment donné que c'était peut-être Jack l'Éventreur, donc, mais c'est une rumeur. Lequel? Non, lui avait peut-être prétendu être lui-même Jack l'Éventreur, d'après ce que j'ai vu. Ben oui, puis on est peut-être prêt. On est oui? prêt. OK. On en parlera un petit peu plus loin. Oui. Thomas Cream, il est né en Écosse en 1850. Il est mort en 1892. On peut donner tout de suite le scoop. Effectivement. Pendu. Il était pendu. Il est arrivé à Québec en 1854 avec sa famille. En 1854, si on met un point de repère, c'est l'époque où on vient d'inaugurer la terrasse Durham. À Québec, c'est la terrasse du Frein. Mm-hmm. Bon. Donc, lui était l'aîné de 8 enfants. Cette famille-là, c'est une famille de confession presbytérienne. Elle fréquentait une petite église à Québec que les gens connaissent beaucoup, l'église Chalmers. Dans le Vieux-Québec. Là. Il était angélique, ce tout jeune Thomas Cream. Il chantait dans le chœur paroissial, puis il donnait même des cours de catéchèse aux enfants pendant qu'il était adolescent. Un ange. Un ange comme tel. Et un ange qui louchait, les gens peuvent voir sur la photo, donc effectivement, ça lui a peut-être nuit un peu parce que ça permettait de l'identifier. Oui, et ça donne une vision différente des choses. Du travail du métier de médecin comme tel. Son père, William Cream, quand il est arrivé ici, il est devenu gérant d'une société de construction de navires dans le coin de L'Anse-au-Foulon. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de construction de navires à l'époque. Il y a des belles photos d'ailleurs de l'Hivernois qui illustrent, qui présentent les chantiers navals qu'il y avait dans ce secteur-là. Puis Thomas, lui, il a donné un coup de main à son père en vieillissant. Il est devenu commis d'un chantier à la rivière Saint-Charles, chantier Baldwin. Là aussi, quand on fouille un peu dans l'iconographie, des belles photos de l'Hivernois à l'estuaire de la rivière Saint-Charles, où on voit des entreprises de construction navale puis de vente de boîtillage comme tel. Cette famille-là demeurait sur la rue d'Artigny, là où on retrouve Beneva, la capitale, là, l'édifice en face du parc du Pigeonnier. OK. C'est comme tel. Okay. À 22 ans, donc en 1872, c'est là qu'il décide de s'inscrire à la célèbre université McGill. C'est là qu'il va aller faire ses études de médecine pendant 4 ans. C'est un personnage assez spécial. Quand on regarde sa photo sur la couverture, c'est une magnifique photo sur des studios Notman. Au début, quand je pensais que c'était une image numérique, mais c'est une photo réelle, ça le représente. Et on le décrivait comme étant un personnage assez fantasque, dépensier, qui arborait des bijoux, des vêtements coûteux, c'est qu'on le voit sur la photo. Sur la photo comme telle. On va même réussir à l'identifier et même l'associer des fois à Jack l'Éventreur à cause de l'espèce d'épinglette qu'il y a dans le cou en forme de fer à cheval. Okay. Parce que Jack l'Éventreur, il y a des témoins qui disaient que le personnage portait cette... Mais à ma connaissance, c'est une photo qui avait été prise à McGill, ça, non? Quand il était à Montréal, c'est ça? Oui, c'est une photo qui a été prise à McGill. Puis dans le livre, il y a une autre photo également où il est un petit peu plus relax, mais il a encore son chapeau haute forme, là. Il était chauve aussi, jeune. Il était chauve, jeune, il louchait, on le voit très bien sur la photo comme telle. Mm-hmm. On dit qu'il portait des vêtements coûteux, on voit bien là, comme tel sur cette photo-là, puis il roulait dans des voitures luxueuses. Donc, il était issu d'une famille qui était à l'aise comme tel, probablement qu'il avait accumulé un certain pécule pendant qu'il
pendant le travail, mais je pense qu'il comptait beaucoup sur la fortune de ses parents. Mm-hmm. Pendant ses études, Job mentionne qu'il abusait des drogues, particulièrement de cocaïne, puis ça pour lutter contre ses migraines. Okay. Moi qui ai souvent des migraines, je me demande si ça devrait prendre de la cocaïne. Mais c'est peut-être c'est ça, mais c'est sûrement ces années à Montréal qui l'ont fait un peu... Oui, parce qu'à l'époque, les étudiants fréquentaient le quartier Malfamé de Montréal, là, ce qu'on appelle le Red Light, là, où on retrouvait des tavernes, les bars clandestins, les putains, les prostituées. Entre Sherbrooke, Dorchester, Saint-Denis et Saint-Urbain, comme tel. Puis les étudiants de McGill avaient une mauvaise réputation. Il y avait un article intéressant qui est paru dans le journal Le Devoir le 27 janvier de cette année, là, où on raconte un peu que c'était à l'époque où les étudiants allaient voler des cadavres. Oui. Et se comportaient de façon plutôt particulière. Mais le vol de cadavres, ce n'est pas unique à Montréal, ça. Ça s'est fait un peu partout, ça, pour apprendre la dissection. Ouais, là, c'est comme ça que tu as appris, toi aussi? Non, mais disons que je ne sais pas jusqu'à quel point, quand même, l'héritage de ça, de la dissection sur cadavre, vient de cette époque-là, parce que ça existe encore. Là, les gens seront peut-être surpris de l'entendre, mais... Nous apprenons encore l'anatomie sur des cadavres humains. Oui, parce qu'il y a des gens qui il y a des gens qui donnent leur corps, c'est ça. Donc, puis il y a un des beaux laboratoires, d'ailleurs, petite publicité, c'est à l'Université de Sherbrooke. Là, il y a un superbe laboratoire, puis il y a comme une culture dans la région de Sherbrooke. Les gens donnent leur corps, puis c'est une source d'information. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. L'anatomie en est une, là, donc l'aspect tridimensionnel de l'anatomie. Donc, c'est important. Ouais. Donc, c'est très important. Mais bref, on ne vole plus de cadavres. Là, c'est pour rassurer les gens. Dormez en paix. Dormez en paix. Lors de la cérémonie de diplomation, Thomas Cream a fait un discours devant ses collègues. Et le titre de son discours, c'était « Les dangers de l'erreur professionnelle dans la profession médicale ». Quand même. Ah, bon. Et il avait fait une thèse, et sa thèse portait sur les effets du chloroforme et ses dangers. Et c'était peut-être... Il annonçait ses couleurs. Il annonçait ses couleurs. Je pense qu'il avait fait des recherches à savoir, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec le chloroforme et ensuite avec autres poisons qui étaient très répandus à l'époque. Donc, c'était quelqu'un c'était un médecin, donc il maîtrisait l'anatomie, la dissection. Il avait des solides connaissances en pharmacie. Donc, ça lui a servi pour ses crimes comme tels. Puis, il y avait un de ses professeurs qui l'a peut-être influencé, parce que ce professeur-là disait qu'un médecin, c'est comme une sorte de Dieu pour ses patients. Alors, peut-être qu'il s'est vu une espèce de vision, un message comme de quoi il pourrait peut-être avoir de l'influence sur ses patients, mais de l'influence pour les faire disparaître, si on veut, comme tel. En 1876, on le retrouve à Waterloo, au Québec. Il a rencontré à ce moment-là une femme qui s'appelle Flora Brooks. Elle est tombée enceinte pas longtemps après leur rencontre. Il a disparu assez rapidement, je pense. Puis il a disparu. Là, la famille a essayé de le retrouver. Ils l'ont ramené. Ils l'ont forcé à l'épouser. Il l'a épousé et le lendemain, il est parti. Il s'est sauvé à Londres comme tel, puis ils n'ont plus jamais entendu parler. Cette Flora Brooks-là, elle est morte, semble-t-il, d'une bronchite, mais il y avait des hypothèses qui étaient soulevées. Peut-être que Cream lui avait envoyé des médicaments et c'est ça qui l'avait tué. OK. Fait que ça, c'est grosso modo le personnage avant qu'il se lance vraiment là, dans des avortements illégaux et des assassinats. On ne parlait pas à l'époque de tueurs en série encore, c'est un concept qui n'était pas encore défini, mais à partir d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'était vraiment un tueur en série. Et pendant tout ce temps-là, si je ne m'abuse, il poursuit un petit peu sa vie de débauche, là, fréquente les quartiers malfamés, consommation. Oui, mais il s'installe partout où il s'installe. Toujours proche de l'action. Oui, toujours proche de l'action. En 1878, il s'installe à London, en Ontario. Il ouvre un cabinet, mais il n'y a pas de permis de pratique. Mais là, c'est le premier crime qui apparaît l'année suivante, en 1879, une dénommée Catherine Hutchinson Gardner. Elle était enceinte. Donc, il lui aurait, semble-t-il, donné des médicaments ou elle aurait procédé à un avortement. Cette personne-là, on la trouve morte dans les toilettes derrière le bureau de Cream.
D'ailleurs, crime, ça ressemble à crime. Hein? C'est intéressant comme association de mots, si on peut dire. À ce moment-là, on constate qu'elle a été assassinée, semble-t-il, avec un mouchoir imbibé de chloroforme. Ah, tiens, le chloroforme qui commence à apparaître. Mais on ne réussit pas à accuser personne. Le crime n'est pas résolu. Donc, ça reste en plan. L'année suivante, il déménage parce qu'il y avait des problèmes de permis de pratique. L'année suivante, en 80, il s'en va à Chicago. Il ouvre un cabinet près d'un quartier chaud de la ville comme tel. Et là, il propose des avortements illégaux. Là, il commençait à se spécialiser dans les avortements auprès des prostituées. Là, il y a une deuxième victime qui est morte suite à un avortement. Mais il n'y a toujours pas de preuve que c'est lui qui a... Et par la force des choses, ces victimes sont des femmes qui ont peu de droits, mal défendues, mal représentées dans la société. Tout à fait, oui. Victime idéale, un peu. Oui. Puis là, je pense qu'il méprise cette classe sociale qu'il fréquente aussi. Oui, c'est ça qui est un peu... paradoxe. Un paradoxe, oui. C'est des gens qui fréquentent... Pardon. Il y a même, à un moment donné, il a assassiné le mari de sa maîtresse. Puis il a voulu laisser passer ensuite le blâme sur elle, mais elle s'est défendue, puis elle a réussi à le faire accuser, puis il a été emprisonné, il a été inculpé, il a été condamné. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Il était... condamné à vie, d'ailleurs. Puis... Condamné à vie en 1881. Et ils ont fait l'erreur de le libérer. Ben, en fait, c'est une époque où il y avait beaucoup de comment on va dire ça, dont je cherche le mot, là. Des sursis ou des non, mais de donner de l'argent. Oui, là, des pots de vin. Des pots de vin. C'est une époque de pots de vin. Et on suppose qu'en 1891, là, il a soudoyé soit le système de justice ou la direction de la prison comme telle, ce qui fait qu'on le libère. Puis il revient à Québec à ce moment-là, en 1891. Il vient chercher une partie de son héritage, parce que son père est mort en 1887, si je me souviens bien. Et avec cet argent-là, il s'en retourne à Londres, et là, il s'installe à Londres, encore dans ce fameux quartier de Lambeth, qui est sur la rive droite de la Tamise, complètement à l'opposé du quartier Whitechapel où Jack l'Éventreur avait assassiné 5 femmes en 1888. Il y a une proximité des lieux, il y a un contexte qui est un peu le même. Jack l'Éventreur, il tuait des femmes, des prostituées. Et c'est un peu dans le même secteur. Des techniques différentes, par contre. Oui, avec des techniques différentes. Mais les recherches qui ont été faites sur Jack l'Éventreur, qu'on n'a jamais su qui c'était exactement, disaient que c'était sûrement un médecin. Sa façon de procéder... À l'éventration, c'est le cas de dire. J'ai fait certaines recherches, là, certaines des victimes, c'est épouvantable. Elle a mutilé un corps humain à ce point-là. Donc, oui, puis c'était inspiré, je pense, aussi de la philosophie des francs-maçons. Quand on lit, j'ai remis tantôt des exemples de livres, là, dans la franc-maçonnerie, il y avait aussi cette façon de voir les choses. Là, si quelqu'un respectait pas le secret, il pouvait être éventré, un peu de cette manière-là. En tout cas, ça, c'est notre paire de manches comme tel. Donc, il s'installe à Lambeth, puis là, il va assassiner sauvagement 5 femmes. Il va marquer son coup avec une, à qui il propose de la strychnine. C'est ça, la strychnine? Strychnine. Sous forme de cachet. Il met ça dans des cachets, des gélules comme telles, pour que ça a l'air d'un médicament. C'est comme tel. Et elle s'est doutée qu'il y avait un problème, puis elle l'a pas pris. Et elle a échappé au meurtrier comme tel, puis elle va témoigner quand il va être l'époque où on va le poursuivre comme tel. Ça fait que tous ces crimes-là qui sont passés, ça n'a jamais été vraiment élucidé. Il s'est mis à faire du chantage aussi. T'sais. Il faisait un crime, puis envoyait une lettre de chantage à quelqu'un pour dire c'est vous c'est le pharmacien qui a fait l'erreur, c'est le libraire qui a fait l'erreur, qui a voulu la tuer. Il essaie de rejeter. Ce qui l'a trahi non plus aussi, je pense, parce qu'il envoyait des lettres, puis à un certain moment donné, les gens ont dit, ont reconnu l'écriture, et 2, si je ne m'abuse, les gens ont dit, personne n'aurait dû avoir l'information qu'il a. Oui, tout à fait. Donc, mais ça, c'est probablement le côté sociopathe, mégalomane de l'individu, là, de tout à fait. Contrôler la victime, mais contrôler le crime
contrôler les médias. Puis, Puis en plus, c'est l'époque où les techniques policières n'étaient pas très, très évoluées. Scotland Yard n'avait pas des très grands résultats dans ses enquêtes. Donc, on consultait, on mettait de côté des documents, puis on n'en tenait pas vraiment compte. Et ça lui a permis, pendant quelques mois, procéder. Parce que ça s'est passé sur à peine quelques années. En 1891, il va être pendu en 92. Fait que il agissait très rapidement, comme Jack l'Éventreur. C'est passé en 1888. 5 assassinats dans la même année. Tu sais, c'est un peu comparable. Il est revenu à Québec en 1892. Et il a logé à ce moment-là dans ce qu'on s'appelait à l'époque l'hôtel Blanchard. Ça, c'est la Place Royale. Si on est à la Place Royale à Québec, on a l'église Notre-Dame-des-Victoires. À l'opposé, les maisons qui sont là, c'était l'hôtel Blanchard. Il est resté là pendant 2 mois, pardon. Et il s'est fait, il était ami avec un des locataires. Puis dans une conversation, à un moment donné, il avouait ses crimes. Mais l'autre a pris ça un peu comme disant c'est de la fanfaronnade. Puis il montrait sa valise avec ses bouteilles de poison, etc. Puis il disait qu'il était représentant d'une entreprise américaine, qui n'était pas vrai du tout, comme tel. Donc il expliquait que c'était lui qui tuait des femmes, mais on l'a pas cru. Scotland Yard, à un moment donné, en 92, là, ils sont mis à pousser davantage. Il y avait 5 femmes assassinées. Et ils ont mandaté un inspecteur qui ont envoyé en Amérique, qui a refait le trajet comme tel, Chicago, et revenir jusqu'à Québec, interviewer des témoins, ramener de la preuve. Et ça a permis, en fin de compte, de tenir son procès, de le considérer comme coupable et de le condamner à la pendaison en 1892, le 15 novembre 1892. Et on dit que au moment où il allait être pendu, il a dit à son bourreau « Je suis Jack ». Est-ce qu'il a dit ça pour ajouter du prestige à ses actes, ou est-ce que c'était vrai? J'ai vu qu'un autre chercheur qui a consulté un peu, qui s'intéressait à ce sujet-là, qui disait que en 1888, théoriquement, Thomas Cream était encore en prison. Il était libéré en 1891. Mais l'hypothèse, c'est qu'il avait peut-être déjà soudoyé en 1887-88 et il était peut-être sorti de prison à l'époque. Et il serait allé à Londres. Pour y revenir ou... Non, il serait pas revenu, mais c'est là qu'il se serait transformé en Jack l'Éventreur. Mais c'est une hypothèse comme telle. Mais c'est intéressant. En tout cas, mais Job n'embarque pas dans cette hypothèse-là comme telle. Parce qu'il dit que c'est pas possible d'un point de vue chronologique. Mais... c'est soudoyé. Les gens, ça aurait pu arriver aussi qu'ils se soient sauvés puis qu'on s'en soit pas vanté aux États-Unis avant 1891. C'est intéressant. Mais là, on fabule. Là. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi il aurait changé d'approche. Donc, c'était pas sa technique. C'était pas sa technique. Il maîtrisait deux techniques. L'autre technique était un peu plus sanglante. Celle-là, elle était quand même... on dit que la strychnine, ça créait un état de... particulier au niveau de la personne qui absorbait ce poison-là. C'était une mort assez violente. Mais il faut dire que c'était, si on fait des recherches, là, c'est un médicament à la limite, là, donc selon la dose, là, comme beaucoup de médicaments, donc à faible dose, un certain effet stimulant, si on veut. Puis, comme la chloroforme aussi, j'imagine. À forte dose, oui, effectivement, peut-être comme anesthésiant. Donc, puis à forte dose, ça entraînait la mort, puis ça avait l'air d'être une mort assez atroce, disons. Là. Puis on apprend même dans le livre les techniques d'analyse pour réussir à identifier la présence de strychnine. Il y avait un spécialiste qui était capable d'identifier les différents poisons en goûtant les liquides qu'il y avait dans l'estomac. Ouais, c'est peut-être moins intéressant. C'est comme les types qui goûtaient les sels des rois de France à l'époque. Mais, donc mais j'ai fait un peu de recherche sur la strychnine. Donc, il y avait des gens qui se sont suicidés. Là, un neurochirurgien français, Thierry Demartel, qui s'était suicidé quand les Allemands sont rentrés à Paris. Puis, en regardant aussi en faisant des recherches, donc la phrase là, de Cream, lorsqu'il a dit « Je suis Jack », dans les autres phrases amusantes que j'ai retrouvées sur Internet sur les gens au moment d'être pendus, là, donc, et je pense que c'est un médecin aussi, là, un autre assassin, semble-t-il, sur le bord, là, sur la potence, puis semble-t-il, avait dit à son bourreau, en voyant le trou, avait dit à son bourreau, juste avant qu'on lui mette la corde au cou,
êtes-vous sûr que c'est sécuritaire? Ça dépend pour qui. Exact. Donc, mais à cette époque-là, là, au 19e siècle, l'empoisonnement, c'était une façon... il y a beaucoup de gens qui mouraient par empoisonnement. Mm-hmm. C'était une façon d'éliminer certaines personnes, semble-t-il. Bon, on en voit encore de nos jours. Là. On a vu des opposants russes là, qui ont été empoisonnés. Ça existe encore. Là. C'est quand même relativement, entre guillemets, facile d'empoisonner quelqu'un. Donc, Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Donc, on peut penser que des gens comme Vladimir Poutine, là, j'imagine que la nourriture puis l'eau qui se rend à lui, ça doit passer par toute une batterie de... Ouais. Et si je ne m'abuse, le président des États-Unis, lorsqu'il voyage, mange essentiellement tout le temps, c'est la nourriture qui... il voyage avec sa nourriture. C'est tellement dangereux. Donc, il y a même quand un président, je pense que ça s'est présenté aux États-Unis, un président qui a reçu un livre, on a détecté qu'il y avait une bombe dans le livre. Tu ouvres le livre, puis ça te saute au visage. Tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de tuer quelqu'un. De tuer quelqu'un, même par la littérature. Exactement. Donc, tout un personnage, ce Cream. Ah oui. Ouais, puis il n'est pas vraiment connu à Québec. Hein? Je pense qu'il n'est pas resté longtemps à Québec comme tel. La famille Cream, j'ai parlé avec un historien, puis il me disait « Ah oui, c'est une famille qui n'a pas été très influente à Québec là, comme tel. » Puis il était très surpris d'apprendre cette histoire-là. Mais c'est intéressant que Job ait mis ça en lumière comme tel. Est-ce qu'il y a encore, à ta connaissance, des descendants ou des membres de la famille Cream? Je ne sais pas. OK, donc ce serait intéressant. J'imagine que ce n'est pas une chose dont on se vante. Chaque famille a ses mon grand-père était célèbre. C'est exactement. Et riche et célèbre. Quand tu lis un livre comme ça, mettons, moi j'essaie de me mettre dans la peau de l'auteur. Je veux dire, ça prend quand même la personnalité de ce type d'auteur. Je sais pas, toi, si tu t'es déjà attardé à réfléchir à ça. Ouais. C'est comme on dit là, en bon québécois, c'est une job de moine, c'est un travail de moine. Puis je l'écoutais en entrevue, là, c'est des mois, des années de recherche. Puis, tout à fait. Moi, j'ai une formation en histoire. J'ai une formation d'historien. J'ai jamais œuvré comme historien comme tel, travaillé dans le domaine des archives, des documents. Je comprends très bien c'est quoi le travail qu'a pu réaliser cet auteur-là. Là. C'est beaucoup de recherche documentaire. Il nous fournit même à la fin, en annexe, là, une référence au procès. Au déroulement du procès, on clique là-dessus, là, puis on peut aller voir tout le verbatim du procès comme tel. Donc, il y a une recherche de documents, il y a une recherche au niveau iconographique, il y a beaucoup d'illustrations dans le livre comme sa propre collection. De sa propre collection. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce genre de sujet. Et à la fin comme tel, on a toutes ses sources. Et ses sources par chapitre. Ça fait que chaque élément qu'il avance dans un paragraphe comme tel, c'est documenté. Alors, il fait un travail d'historien. C'est un travail très sérieux de recherche pour dire, bien, ce que je viens de dire là, ça est prouvé par tel extrait, telle information comme telle, et au niveau
le travail d'historien, c'est ça, c'est de trouver, s'appuyer sur des sources pour présenter des faits les plus proches de la réalité comme telle. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour nous guider dans toute cette histoire-là, il nous donne à la fin de son ouvrage la liste de tous les personnages là, qui sont... Ça nous permet de se situer. Il y a des cartes qui permettent de voir où était le quartier comme tel, où a demeuré comme tel... Cream et des illustrations. Ça fait que moi, je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant, puis ça permet de comprendre le contexte historique, économique, socio-économique de l'époque. T'sais, on comprend que Londres, à l'époque, c'était pas une ville clean. Là. Ça avait l'air lugubre. Ça avait l'air assez lugubre. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. On parle des mœurs, mais probablement qu'il y a d'autres enjeux au niveau de l'hygiène publique. Tout à fait. La qualité de l'eau, les égouts. D'ailleurs, à un moment donné, dans le volume, je pense que Job dit on se surprend que quelqu'un qui était opéré réussissait à survivre à cause des conditions sanitaires qui étaient tout à fait déplorables. On en apprend beaucoup sur les techniques policières de l'époque. Hein? C'est très intéressant. Sur l'enseignement et la pratique de la médecine, autant à McGill que ce qui se faisait à Londres ou même à Glasgow. On découvre que la médecine légale, ça commence à prendre la place, mais c'est pas très, très évolué comme tel. On en apprend également sur les techniques policières, sur la formation des policiers. Tu sais, pour devenir un bon policier, on le faisait visiter le musée des horreurs, d'une certaine manière, pour comprendre la noirceur humaine. Tu sais. Qu'est-ce qu'un policier pouvait retirer d'une visite comme celle-là? Ça nous explique aussi les différents poisons qui circulaient à l'époque. Le fonctionnement des enquêtes du coroner, ça a beaucoup évolué. On vit ça encore aujourd'hui. Le fonctionnement des tribunaux. Il y a même une section de l'ouvrage où on décrit les conditions pénitentiaires, entre autres à Joliette. Donc, c'est un ouvrage c'est plus que uniquement l'histoire du Dr. Cream, mais ça décrit une époque. Ça décrit cette époque est la fin du 19e siècle. Et à partir de là, toutes les techniques vont se raffiner sur la façon de traquer un criminel. Pour m'enseigner, quand tu dis Joliette, ce n'est pas Joliette, proche de Montréal, c'est Joliette en Illinois. C'est pour ça que je dis Joliette, exactement. Parce que je pense pas qu'il y ait de prison à Joliette. Exactement. Je me faisais la réflexion ce matin en t'attendant. Je me disais, parfois, on condamne ou on critique les films violents à la télé. On dit peut-être que ça incite à la violence. Dans la musique aussi, lorsque la musique parle de violence, ça incite à la violence. T'es-tu déjà attardé à réfléchir sur ce type de littérature-là, l'impact que ça pourrait avoir sur un individu qui a déjà... qui est déjà fragile. Qui est déjà fragile. Est-ce que... Toi, manifestement, c'est une passion, mais il y a peut-être des gens plus... Oui, effectivement. J'oserais, en littérature, j'oserais dire une chose, que je sais pas si ça peut se prouver, là, mais les gens qui lisent, ce sont des femmes. Surtout. OK. Alors, les femmes... sont moins violentes. Sont moins violentes. Je dirais donc, heureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui lisent. Je ne sais pas si ça peut avoir de l'influence, parce qu'on dit que les jeux vidéo, ça a de l'influence sur les jeunes, là, comme tel, mais des fois, c'est indisposant. Comme là, je m'apprête à lire un livre d'un auteur de Québec qui vient de sortir, là, qui porte beaucoup sur les violences faites aux femmes, puis on sait que dans les médias, on en entend parler énormément, les féminicides, etc. Et, tu sais, je me dis, est-ce que ça peut inspirer quelqu'un? Dans ce livre-là, il y a 23 façons de tuer une femme, tu sais. Quand même. Mais je ne l'ai pas lu encore, je ne sais pas comment ça se présente. Je ne sais pas. OK. Parce que il y a un écrivain, je ne sais pas si c'est un gars de Québec, qui a été même accusé il y a quelques années de pornographie juvénile. Oui. Parce qu'il le relatait dans son livre, des scènes de pornographie juvénile. Ça avait créé tout un émoi. C'est des choses qui passent inaperçues, mais... Lorsqu'on porte attention, c'est un enjeu. Puis ça soulève la question, est-ce qu'on peut tout écrire? Parce qu'à la télé, on ne peut pas tout projeter. Parce que ce sont... Sauf qu'on écrit de plus... C'est un double standard. Oui, mais on écrit de plus en plus. On élargit le spectre, l'élastique, on étire l'élastique. Oui, comme tel. Mais lui, il a été... innocenté, mais quand même. Ça a créé des problèmes. On a parlé à ce moment-là de problèmes de censure.
C'est un beau débat. C'est un beau débat comme tel. Moi, il y a des ouvrages qui sont violents, des histoires d'horreur, ça m'intéresse pas. Okay. Un auteur m'enverrait ou un éditeur m'enverrait un livre pour dire, tiens, je vais envoyer ça pour votre blog. Si c'est violent, ça m'intéresse pas. Je décroche assez rapidement. Puis je pense qu'il y a un lectorat pour ça. Il y a un groupe sur Facebook qui s'intéresse énormément à ça. Mm-hmm. Et il y a des milliers de membres. Et à un moment donné, j'étais membre du groupe, je regardais passer, puis à un moment donné, j'ai décroché carrément. Trop, parce que, puis souvent, ils publiaient des extraits. C'est trop intense. Tu capotais sur « Ah, c'est extraordinaire ce que tu as écrit. » Puis là, je me disais « Non. Mais on est dans une société où la liberté d'expression est là. Je pense que c'est à chacun de juger. Est-ce que ça a un impact? Je voudrais en parler plus à des spécialistes qu'à moi. Mm-hmm. Le sujet d'un autre balado. Oui. Tu parlais de médecine légale, on en a parlé avant l'entrevue pour les gens qui seraient intéressés. Donc, un auteur de Québec, Jacques Côté. Oui. Pour en faire des recherches, tu vas me présenter un de ses romans, mais avant, je parle en 30 secondes de Wilfrid de Rome, donc qui était un peu le père de la médecine légale au Québec. Donc, si les gens sont intéressés, vous le trouverez facilement. Donc, un excellent livre qui relate un peu les débuts de la médecine légale au Québec, puis le concept d'une scène de crime, puis avant que ça existe, là, les policiers rentraient puis détruisaient toute la preuve. Là, Wilfrid de Rome a commencé à dire, non, écoutez, il ne faut rien toucher, il faut prendre des photos, prendre des mesures. Où est-ce que la victime est tombée, je sais pas. Je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, mais je me souvenais peut-être même de la façon dont le sang a éclaboussé le mur. On peut en apprendre beaucoup. Oui. On avait eu un projet à un moment donné de Festival du Polar à Québec, puis Jacques Côté avait été en contact avec un spécialiste justement des éclaboussures de sang. Et il devait faire une conférence justement pour expliquer comment on pouvait déterminer ce qui s'était passé sur une scène de crime, l'impact comme tel, ce qui était une science, toute une technique. On voit de nos jours maintenant, c'est une partie importante des procès, le procès du juge de Lille. Les gens se rappelleront à quelle distance était l'arme, puis la tache dans la main, puis tout ça. Là, exactement. C'est assez particulier comme métier. Hein, exact. Tu voulais nous présenter quelques œuvres peut-être pour les... Oui, en parlant de Jacques Côté, là, lui a écrit une trilogie qui s'appelle Les Cahiers du Noir de l'aliéniste. Ça se passe aussi... Si tu me le donnes, je vais le montrer ici. Ah oui? Oui, tout à fait. Ça se passe aussi à cette époque-là, là, des années 1880-1890. Ça traite beaucoup de la médecine à l'époque. Là. C'est en 3 tomes. C'est extrêmement intéressant. 2 autres ouvrages qui sont en lien avec l'époque de Jack, pas de Jack, mais de Dr. Cream. Mm-hmm. Il y a Hervé Gagnon qui a imaginé un Jack qui fait des assassinats dans la région de Montréal à cette époque-là. En imaginant que c'est le Jack l'Éventreur qui est déménage à Montréal, dans le Red Light. Déménage à Montréal et qui procède à Montréal. Un roman extrêmement intéressant. Ça fait partie d'une série avec différents personnages. Je pense qu'il y a 6 tomes et ça décrit très, très bien le Montréal du 19e siècle. Okay. Et il y a des meurtres à répétition là-dedans, comme le Jack l'Éventreur. Puis encore Hervé Gagnon. C'est un roman jeunesse. Ça s'appelle La Cage. C'est en lien avec la Corriveau. Okay. Entre autres, le 2e tome, ça s'intitule L'Empoisonneuse. D'accord. Alors, c'est une dame qui décide d'empoisonner. Alors, ça se passe aussi en 1890-92 aussi. C'est la belle époque pour les psychopathes. C'est la belle époque. Et ça inspire, voyez-vous, des auteurs de fiction, alors que là, on avait un auteur de faits. C'est là qu'on... Ça me fait penser quand tu disais l'enquête de Scotland Yard, puis le gars changeait de pays, les corps policiers ne se parlaient pas. Non. Donc, ce qui permettait à une personne change de nom. Il en profitait. Ça te donne 5 à 10 ans d'immunité. Puis on remonte à l'affaire de Rocco Luke Magnotta, donc une traque internationale. Puis, de nos jours, si les corps policiers internationaux veulent retrouver quelqu'un, c'est pas très long. Là. Ouais. Ça avait pris quelques jours, puis... vous avez réussi à le coincer. Ouais, dans les livres intéressants pour les auditeurs aussi, puis c'est pas très bon pour McGill non plus, mais bref. Les gens qui sont intéressés. Et je dois avoir Sophie-André Blondin en entrevue également pour parler de son bouquin qui s'appelle avec Lisa Ellenwood,
Les cobayes oubliés, les gens qui sont intéressés, vous lirez ça, c'est sur... ça parle de... Je ne sais pas si tu l'as lu. Très intéressant, ça parle de l'implication de la CIA dans la recherche sur le lavage de cerveau dans le temps de la guerre froide et sur les liens entre l'Institut Allen Memorial à McGill, qui appartenait à McGill, la CIA, puis un psychiatre qui s'appelait Ewen Cameron, qui était une sommité mondiale et qui a fait des choses épouvantables, supposément au nom de la science. Est-ce qu'il reste encore des survivants de ça aujourd'hui? Oui, il y a eu des poursuites, des recours collectifs, mais là, on imaginerait que les survivants, souvent, en fait, les enfants, quand on lit le livre, les victimes n'étaient pas seulement les patients, les victimes étaient aussi les enfants des patients. Il y a des gens qui sont entrés à l'Institut Allen Memorial qui sont ressortis quelques mois plus tard, puis c'était plus la même personne. Bref, un autre roman. Ou un autre livre. Encore des histoires d'horreur. Relativement contemporaines, là, parce qu'on parle des années 60, et les techniques qui sont décrites, un peu je dirais pas les techniques décrites dans ce livre-là, mais ça a fait des petits, là, quand les prisonniers de Guantanamo, puis les techniques d'interrogation, puis ça soulève plusieurs enjeux sur... le respect de la dignité humaine, puis qu'est-ce qu'on fait lorsque la personne qu'on a devant nous, on considère que c'est une personne monstrueuse, parce que c'est une terroriste. Jusqu'où on peut aller? On a seulement regardé les images qu'on a eues des terroristes qui ont fait un attentat à Moscou, là. Hein? C'est l'oreille arrachée. Exact. En fait, on l'a vu en Beauce récemment, de toute façon, là, avec la guerre de Motard, des oreilles coupées, donc c'est pas très loin. Écoute, Michel, on a fait un excellent tour. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de te demander sur... Non, je pense que ça permet de cet assassin. C'est un ouvrage qui est très abordable. Hein. C'est écrit avec un style là, qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être des spécialistes du domaine pour apprécier cet ouvrage-là. Ça se lit bien. Et ce qui est intéressant de la façon que Job a bâti son ouvrage, c'est que c'est pas chronologique. C'est qu'il se projette dans le temps, il revient en arrière, etc. Ça rend ça très dynamique. C'est écrit un peu comme un polar, d'une certaine manière. Cela étant dit, moi, j'étais pas certain que j'aimais la formule d'avancer puis de reculer. Parce que là, je me disais... On semblait peut-être un peu perdu. Où est-ce qu'on est rendu, là, finalement? Finalement, vers la fin, on reconstruit l'histoire, mais... pendant qu'on lit, on commence un peu par la fin à certains égards. Donc, il a fait ça comme une espèce de bloc là, qui... mais c'est très intéressant. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dis-moi, c'est quand même un podcast sur la santé, donc... Puis il y a toute une petite section baguette magique. Allons-y. On parlait tout à l'heure d'accès aux soins et de listes d'attente avant d'entrer en onde. Si tu pouvais changer une chose dans le réseau de la santé. Il y aurait probablement bien des choses dans le réseau de la santé. Moi, je me dis, une fois qu'on est rentré, on est très, très bien servi. C'est le problème. Il est pas là. C'est parce qu'il est avant. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans en gestion documentaire, donc c'est un volet qui m'intéresse beaucoup. Mais je me demande s'il n'y a pas beaucoup de paperasserie, de bureaucratique. Okay. C'est genre des expériences, de faire des demandes, d'avoir accès à des informations, et ça prend du temps avant de l'avoir, puis on finit par l'avoir plus rapidement à la clinique où on a passé une radiographie, par exemple. Je me dis, ça n'a pas d'allure, tu sais. Je connais des gens qui travaillent comme infirmières, puis qui disent, on a tellement de paperasse à remplir. Puis aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec l'intelligence artificielle qui pointe, est-ce qu'il n'y aura pas des façons là, de mieux gérer les dossiers de patients? Il doit y avoir des
des protocoles. Je parle à travers mon chapeau parce que je connais pas le métier comme tel, mais il doit y avoir des façons de synthétiser des situations qui évitent d'avoir à écrire du texte. Mes parents ont été hébergés à quelques reprises à l'urgence dans un hôpital à Québec, puis je regardais les immenses cahiers là, qui circulent avec l'information. Là. Ça prend du temps de documenter tout ça. Puis je connais un infirmière qui me disait des fois on a de la misère à lire ce qui est écrit à la main parce qu'on a de la misère à lire ce que la personne a écrit. Tu sais. Ça fait que j'ai l'impression que il y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus, qui pourrait sûrement le gagner. Je pense que même le ministre en parle des fois, il faut réduire le type de formulaire, le nombre de... Tu sais. Mais écoute, je peux seulement être en accord avec toi, mais parfois je me dis que on est rendu tellement loin dans le processus que c'est difficile à régler. Quand les gens apprennent que dans le réseau de la santé, on communique encore avec des fax, est-ce que... Mais là, je pensais que le temps était passé parce qu'on a parlé de ça. Non, pas du tout. Ouais. C'est encore le mode souvent de communication le privilégié. Comme nous, au bureau, là, on a une machine, puis... écoute, à toutes les heures, ça rentre, là, des demandes de consultation. Mais moi, on m'a dit que le courriel, c'était pas fiable au niveau de la protection des renseignements. Ben, ça doit s'arranger, je veux dire... Sûrement. Il y a un paquet de trucs beaucoup plus importants qu'un hôpital qui fonctionne, puis il n'y a pas de papier qui circule. Ouais. Donc, ça, c'est un seul élément. Ouais. Puis ensuite, la prise de rendez-vous, la confirmation des rendez-vous, c'est encore téléphonique, ça. Donc, il y a vraiment un être humain qui appelle puis qui parle à quelqu'un pour dire « présentez-vous » ou laisse des messages sur les répondeurs. On n'est pas sûr si les gens ont eu les messages. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'on est rendu loin. Puis ensuite, l'informatisation des réseaux, des hôpitaux... le dossier patient, puis tout ça. Là. Par secteur dans la province, ce sont des logiciels différents qui ont été mis en place. Ouais. Donc, les systèmes ne peuvent pas communiquer. Moi, je me demande encore pourquoi on a besoin d'avoir 8 cartes d'hôpital. C'est une excellente question. Parce que, de toute façon, la carte d'assurance maladie, on a toutes les coordonnées là-dessus. Pourquoi, quand on arrive à un hôpital, avez-vous votre carte? Non, vous voulez aller faire produire votre carte. On est une collection de cartes d'hôpital qui contiennent la même information, j'imagine, que la carte d'assurance maladie. Donc, la carte d'assurance maladie pourrait être le numéro de dossier. Ben oui, pourquoi pas? Ça, c'est ce qui nous identifie. Mais c'est peut-être trop simple, toi. Ah, ça se peut. Mais des fois, on se pense dans une société très avancée. Mais quand on regarde ce qui se passe en Europe, des fois, là, mon garçon a vécu quelques années à Amsterdam. Et quand il y a eu la pandémie, à un moment donné, il est allé passer un test, le médecin était averti immédiatement, la clinique appelait régulièrement tous les 2 jours pour voir comment ça se passait, comment ça allait. Quand il m'a raconté ça, j'ai dit, mon Dieu, t'étais sur quelle planète, là? Ouais. Ça semblait tout être intégré et ça fonctionnait très bien. Puis c'était pas un natif de là, il était résident. Au Québec, ce sont les cliniques de médecine vétérinaire qui donnent un service comme ça, donc tout à fait. Tu dois le savoir. Ça, si tu vas porter ton animal, tu vas avoir 2 appels par jour. Mais je ne sais pas si ton fils t'a parlé des transports en commun en Hollande. Ouais. Alors nous, à Québec, ici, on a de la misère à faire communiquer Lévis et Québec. En Hollande, c'est une seule carte pour le transport en commun à la grandeur du pays. Tout transport en commun confondu. Donc, c'est comme une petite carte de crédit, entre guillemets, sur laquelle on met de l'argent. Là. Les bornes sont facilement identifiables. On rentre la carte. Si on veut mettre 50 €, on met 50 €. La carte donne même un peu de crédit. Donc, vous ne vous ferez pas refuser un transport parce qu'il manque 3 €. Puis moi, je me rappelle être passé d'Amsterdam à La Haye quand j'étais là. Puis je suis parti de l'appartement. J'ai fait autobus, train, rendu à La Haye, autobus. Puis finalement, toujours avec la même carte. Alors, essayez de faire ça au Québec. Là. même avec les bicyclettes, il me disait les bicyclettes de location, prendre la bicyclette à un endroit, tu la laisses à n'importe quel autre endroit. Non, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller mettre ça à la borne spécifique. De telle compagnie. Parce que on dit qu'on refuse d'apprendre des autres. Je sais pas. Mais bref, donc on a un 3e sujet de balado. As-tu une rencontre de rêve? Quelqu'un que j'ai eu l'impression... Quelqu'un que personne ne connaît ici. Je t'écoute. Carme Forcadell. Qui est-ce? C'était la présidente de l'Assemblea Nacional Catalana. Okay. L'Assemblée nationale catalane, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale ici, là, c'est plus un groupe de la société civile. Elle était à la tête de ce mouvement-là qui a été créé en 2013, qui a poussé sur les partis politiques catalans pour qu'ils tiennent un référendum.
contraire de ce qui se fait ici. Ici, c'est les partis politiques, le Parti québécois et autres qui se disent indépendantistes, qui tirent sa population pour dire on veut un référendum. On veut tenir un référendum. Là-bas, c'était le contraire, c'était la société civile qui poussait sur les partis politiques, puis disait si vous voulez être élu, là. Parler d'indépendance. Parler d'indépendance, faites un référendum. C'est une personne que j'ai rencontrée en 2014, brièvement, parce qu'on était allé à une grande manifestation qui était organisée. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues, tout habillées avec les t-shirts jaunes et rouges pour reproduire le drapeau catalan. Cette manifestation-là, c'était pour demander d'avoir le droit de voter. J'étais allé avec un groupe de jeunes Québécois, on était allé pour aller arborer le drapeau du Québec dans la manifestation. Et avant la manifestation, on était allé dans les bureaux de l'Assemblée nationale catalane et on avait remis à Carmen Forcadell un drapeau du Québec. J'ai une photo de ça là, qui est superbe. Et elle, par la suite, elle a été élue, elle est devenue présidente à la tête du président du Parlement. Et elle a été arrêtée parmi tous les autres politiciens qui avaient organisé le référendum de 2017 parce que ça allait à l'encontre de la Constitution espagnole. Elle a été incarcérée, elle a été condamnée pendant un certain temps. Ensuite, ils les ont libérés, bon, etc. Et moi, j'aimerais ça prendre un café avec elle pour revivre tous ces événements-là, voir comment elle avait vécu ça, toute cette démarche-là. Puis aujourd'hui, ben, elle est redevenue une citoyenne ordinaire. Elle n'a plus le droit de faire de politique parce que elle a été condamnée. C'est une personne extraordinaire. Puis en catalan, qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 femmes qui poussaient sur l'idée de tenir un référendum. Il y avait elle, puis il y avait Muriel Casals, qui était, elle, à la tête de Òmnium Cultural. Òmnium Cultural, c'est un organisme qui défend la culture et la langue catalane. Et ces 2 femmes-là organisaient des manifestations monstres. Et c'est elles qui ont amené le gouvernement catalan à tenir d'abord une première consultation, qui n'était pas vraiment un référendum, puis en 2017, un référendum qui était très violent, là, avec l'implication de l'armée et de la police espagnole. Mais c'était 2 femmes qui dirigeaient ces mouvements-là. OK, puis quel parallèle dresses-tu entre la Catalogne puis le Québec, finalement, donc dans le processus, puis les façons de faire, puis... Comment tu dis ça? Restes-tu des parallèles ou des comparaisons? Bah, je pense que c'est très différent, là. C'est ça, comme je te disais, là-bas, il y avait une mobilisation populaire pour tenir un référendum et pouvoir se prononcer. Alors qu'ici, on ne sent pas cette mobilisation-là. Là. Ici, il y a toutes sortes de groupes. Tout le monde se tire un peu dans le pied ici au Québec, je trouve, là, par rapport à ça. Puis c'est les partis politiques qui contrôlent l'agenda comme tel. Okay. Mais c'était un contexte qui est fort différent. Là-bas, il y a quand il y a eu le référendum, il y avait je ne sais pas combien de municipalités qui avaient des maires indépendantistes. Donc, c'était tout un réseau là, qui était mis en place. Là, puis, pendant toutes ces années-là, il y avait des manifestations, des activités. Il y avait toujours le kiosque pour l'indépendance où on vendait toutes sortes de choses. Où il y a le moindre événement, c'était une occasion de parler. L'indépendance. Ouais. Puis quand je suis allé en 2014, il y avait un salon du livre qui se tenait en face de la basilique, à l'extérieur, évidemment. Là-bas, le climat le permet. Oui. Et j'étais impressionné de voir la quantité de livres d'histoire qui étaient disponibles sur tous les aspects de l'histoire de la Catalogne, sur l'indépendance, mais sur l'histoire comme telle. Okay. Et je me disais, on n'a pas ça ici. C'était pas du tout la même mentalité, je trouve. Moi, quand j'ai étudié l'histoire, j'ai un prof d'histoire qui m'a dit, parce qu'un jour, j'étais arrivé avec un macaron sur lequel c'était marqué « oui Mm-hmm. ». Et il m'avait dit, un historien ne se prononce jamais. Il y a un autre historien qui m'a dit, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris de te dire ça, là, parce qu'un historien, il peut avoir des positions politiques, voyons. Et garder son objectivité. Et garder son objectivité aussi. Comme les journalistes, en fait. Ouais. Les journalistes. C'est une personne que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien prendre un café ou un petit rosé, puis parce qu'elle parle français aussi, là, c'est... OK. Ah, intéressant. Écoute, parfait. Tu nous fais découvrir des choses. As-tu une cause... Si jamais elle vient à Québec, je te ferai signe. Ça me fait plaisir. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation? Pas une organisation comme telle. Je dirais la cause qui me tient à cœur, c'est la langue française et l'indépendance du Québec. Mais l'indépendance du Québec, je la verrai jamais. Mm-hmm. À mon avis, ça se fera pas. Ça va être quoi? Ça va être ce qu'on a là? Ça va continuer ce qu'on a là. Puis tranquillement, pas vite, on va perdre notre place. Penses-tu que les gens vont parler français au Québec dans 100 ans? Ou... Ils vont parler franglais.
Okay. Bon, je suis un peu pessimiste, là, mais quand je regarde aller les choses, je me dis... ici, on est très individualiste, je trouve, comme société. Là, on se rend pas compte de la force qu'on a. Les études démontrent qu'économiquement, ça serait viable, on a une culture, on a tout ce qu'il faut. On se comporte quasiment comme un État-nation, comme tel. Puis moi, je comprends pas comment ça se fait qu'un politicien là, qui devient premier ministre, s'il veut être premier ministre d'une province, il veut pas être le chef d'un État. Avec ce qu'on a. Si on n'avait pas les moyens, si on n'avait pas les ressources, si on n'était pas... je trouve ça difficile à comprendre. Mais comment vendre cette cause-là à des gens, disons, qui viennent de l'extérieur du Québec ou du Canada, dont la langue première n'est pas le français, ou des gens qui ont fui l'instabilité politique, comment leur vendre une condition qui va générer l'instabilité? Oui, c'est sûr. Ces gens-là viennent ici. Quand ils deviennent citoyens canadiens, ils prêtent allégeance. Hein? Ça fait que ils doivent sûrement se dire, puis je les comprends très bien, je nierai pas ma parole comme telle. Mm-hmm. Même si le vote est secret, il n'y a personne qui saura exactement qui a dit quoi. Puis ça me fait aussi penser que ici, il y a deux types de citoyens. Il y a les nouveaux arrivants qui, eux autres, ont prêté allégeance au roi et à la Constitution canadienne, si on veut, comme telle. Puis moi, j'ai jamais prêté allégeance à ça. Moi, je suis d'origine... OK, ouais. Hein? Fait qu'il y a puis les enfants... Il y a un double standard. Oui, un double standard. Puis les enfants de ces nouveaux arrivants-là, eux autres, ils n'ont jamais prêté allégeance. Hein. Ils deviennent... Ils sont dans une espèce de monde parallèle. Tu te dis, fait qu'il y a deux types de citoyens. Il y a ceux qui sont liés par une promesse qu'ils ont faite, puis il y a les autres qui n'ont jamais fait cette promesse-là, puis qui ont subi ce qui s'est passé depuis 1760. Mm-hmm. C'est assez spécial comme situation. On souligne pas ça souvent, cet aspect-là. Effectivement. Écoute, vu sous cet angle-là, mais... À suivre. Écoute, mais on disait avant de commencer aussi, on parlait de l'éducation des jeunes, puis... Je pense pas qu'il faut trop politiser l'éducation, mais il y a des choses à enseigner. On parlait notamment j'ai posé la question, je vais finir par avoir la réponse sur l'enseignement ne serait-ce que de la démocratie à l'école primaire. Je suis pas certain que ce soit enseigné encore, mais peut-être qu'un professeur qui m'écoute pourra m'envoyer la réponse. Là. Peut-être qu'on prend des choses pour acquis par exemple, la démocratie. Maintenant qu'on l'a, on n'a plus besoin de l'enseigner. C'est comme acquis, il n'y a pas d'enjeu associé à ça. Puis pourtant, quand on regarde autour de nous, ce qui se passe aux États-Unis, c'est une démocratie, mais avec parfois des gens qui s'immiscent là, à la tête du pays, qui ont une vision démocratique un peu particulière. Puis des pays très démocratiques en Europe qui, à un moment donné, du jour au lendemain, sombre comme tel. Là, mais effectivement. Puis peut-être qu'il y a aussi l'enseignement de l'histoire. Hein, connaître son histoire, connaître son passé. Je pense que c'est important. Là. Moi, je suis d'une génération où on enseignait l'histoire. Mm-hmm. Je suis une génération où j'ai appris le latin, j'ai appris le grec. Mm-hmm. Donc, on a une façon de voir les choses. Les jeunes, aujourd'hui, on leur parlait de ce qui s'est passé. Papineau, c'est qui Papineau? C'est qui Papineau? C'est une rue à Montréal, tu sais. Ça fait que c'est difficile après ça de dire aux gens, on est une nation, là. Est-ce qu'on peut faire un pas en avant, puis continuer à être ce qu'on est? Mais au moins être capable de se contrôler, puis arrêter de perdre notre temps, à aller discuter pour aller rechercher des milliards qu'on envoie à un autre gouvernement, puis qu'on ne réussit pas à récupérer. Et on perd beaucoup de temps à discuter, alors qu'on pourrait se servir de ce temps-là, puis ces moyens-là, pour peut-être avancer. Mais en tout cas, celui-là, c'est peut-être... je rêve, peut-être. Pour un autre jour. Alors, Michel, ça clôt bien l'entrevue. Donc, merci beaucoup. Puis au plaisir, on a 3-4 livres à discuter. Merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci bien. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.